Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Suite aux dernières déclarations diplomatiques du conflit russo-ukrainien dans lequel le président des États-Unis Donald Trump a annoncé un nouveau plan de paix, je reçois aujourd'hui Nikola Mirković pour réagir à ce nouveau plan de paix ainsi qu'aux contre-propositions européennes soutenues par la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni à travers une analyse approfondie des points proposés par Donald Trump. Monsieur Mirković, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on va évidemment parler de l'actualité russo-ukrainienne et notamment du nouveau plan de paix proposé par Donald Trump. Alors avant de décortiquer un petit peu ce qui a été proposé et de voir les réactions que ça a sollicité, avant ça, faisons un petit retour en arrière. Depuis l'arrivée de Donald Trump justement à la Maison-Blanche, comment est-ce que vous analysez son approche générale vis-à-vis du conflit russo-ukrainien ? Alors, on se souvient que Donald Trump, pendant toute sa campagne, avait dit qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Il avait dit que si lui avait été président, il n'y aurait jamais eu cette guerre. Je pense qu'il s'est rendu compte que le règlement de cette situation est quand même plus compliqué qu'il ne le pensait. Pour autant, et ça, il faut lui donner ce mérite-là, il a entamé la négociation. C'est-à-dire que dans le camp atlantiste qui est globalement uni contre la Russie dans cette guerre ukrainienne, eh bien, à part Viktor Orban ou Robert Fico en Hongrie et en Slovaquie, eh bien, il n'y avait vraiment aucun responsable d'un des grands pays atlantistes qui a tendu la main vers Vladimir Poutine pour discuter, pour négocier. N'oublions pas que les relations se sont un peu terminées quand il y a eu beaucoup d'eau dans le gaz entre Washington et Moscou en 2021. Moscou a envoyé une liste de critères de lignes rouges à Washington, que Washington a balayé du revers de la main. Et on sait que la guerre s'est intensifiée, tout que suivi, parce que cette guerre a commencé en 2014. Donc, Trump a ouvert les vannes de la diplomatie, il a négocié, ses proches, ses ministres ont discuté avec les ministres de Vladimir Poutine, et ils ont même abouti à une rencontre assez particulière, puisque Trump lui-même est descendu sur le tarmac, a déployé le tapis rouge pour Vladimir Poutine, dans un monde atlantiste qui, depuis des années, est abreuvé d'hystérie anti-russe. C'était quand même un signal assez fort que Donald Trump cherche une solution. Donc ça, il faut le louer, quel que soit notre parti pris dans ce sujet, c'est forcément positif parce que je pense que tout le monde veut mettre un terme à cette guerre, mais Trump s'est rendu compte que depuis qu'il est au pouvoir, c'est plus compliqué. Et pourquoi? Et on l'a déjà dit, et je l'ai même écrit, on l'a partagé dans les médias d'Omerta, dans le magazine d'Omerta, que Poutine et Trump ne vont pas négocier que l'Ukraine. L'Ukraine n'est que la partie émergée de ce conflit qui existe entre les États-Unis et la Russie, mais également les Russies et ce monde multipolaire qui est en train d'être mis en marche. Il y a des sujets sur les terres rares, il y a des sujets sur les zones d'influence dans le Moyen-Orient, en Afrique. Il y a des sujets également sur le droit international, sur les armes nucléaires. Tous ces sujets sont pris en compte. La dédollarisation, notamment, ça c'est un autre sujet. Tous ces sujets sont pris en compte dans ces discussions. Et Donald Trump ne peut pas juste appuyer sur un bouton et dire, bon, stop, on va mettre fin à la guerre en Ukraine. Non, il y a plusieurs sujets, on en parlera dans quelques instants, qui sont mêlés et d'ailleurs dont Trump dont il parle dans sa proposition de traité de paix. Donc je pense que pour résumer, on peut dire que c'est positif que Trump tende la main, qu'il veuille négocier. Lui-même, Trump a reconnu officiellement la responsabilité des États-Unis dans cette guerre ukrainienne. Donc ça, je pense que c'est important aussi. C'est une claque à l'ensemble de la classe politique atlantiste et de son prédécesseur Joe Biden, et voire même de Barack Obama. Donc il en reconnaît la responsabilité. Il veut négocier, mais non, on sait que ça va être compliqué parce que il y a tous ces sujets qu'on vient d'évoquer, et aussi parce que, tout en disant vouloir la paix, l'armée américaine et les services de renseignement américains sont quand même bien impliqués dans la guerre au jour le jour. Derrière, j'ai même presque envie de dire en amont du commandement militaire ukrainien. Et donc, côté russe, on n'est pas dupe. On sait très bien qu'on a à la fois affaire à un pompier pyromane et qu'il va falloir être très subtil dans le langage et dans les choix avant d'arriver on va dire, à une fin heureuse. Vous avez très justement relevé la relation un peu entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui était quand même différente des autres présidents des États-Unis. En quoi justement cette relation un peu personnelle entre les deux présidents ont joué un rôle important dans la perception américaine du conflit et dans les débouchés qu'on peut voir actuellement aujourd'hui ? Moi, je pense que c'était fondamental. Je pense que c'est vraiment important. Vladimir Poutine et Donald Trump se connaissaient avant, évidemment, ils se sont déjà rencontrés. Je pense que ce sont des personnes
qui ne sont pas dupes sur sur les volontés des uns et des autres, mais qui savent qu'ils peuvent discuter ensemble. Je pense que ce sont des hommes qui savent aller droit au but, ce sont des hommes de dialogue. Vladimir Poutine abonde dans le sens de Donald Trump quand il dit que les élections de 2020 lui ont été volées, quand il dit que Trump essaie de se battre pour mettre en place un programme de paix contre son propre camp, et que Donald Trump, pareil, de son côté, dit que Vladimir Poutine défend ses intérêts, que Vladimir Poutine veut essayer de discuter. Donc je pense que c'est nouveau aujourd'hui ce type de discours, dans les années récentes en tout cas, parce qu'on avait une vision qui était extrêmement, en Occident en tout cas, extrêmement manichéenne des relations qu'il fallait avoir. C'est une vision qui, je pense, est catastrophique pour le camp occidental, dans son ensemble, en tout cas pour le camp atlantiste, qui consiste à voir le camp occidental comme le camp du bien, comme le chevalier blanc qui n'intervient que pour la démocratie, la liberté, et qui caricature ses ennemis et qui, chaque fois, eh bien, emploie les termes les plus abjects, les plus caricaturaux pour traiter, disqualifier leurs ennemis, au lieu d'utiliser la diplomatie. La France a une longue histoire de diplomatie que nous avons sabordée sur l'autel de la construction européenne, et malheureusement, ça se fait à notre détriment aujourd'hui. Et on a bien vu que l'Union européenne n'a aucune diplomatie parce que elle ne sait se servir que de colibés, que d'insultes, au lieu de pouvoir discuter, dialoguer. Et on se retrouve dans une situation aujourd'hui où les seuls qui peuvent discuter, dialoguer dans ces camps, eh bien, c'est le président des États-Unis et le président de la Russie. Et je pense que du fait du passé commun de ces deux personnes, du fait qu'ils se connaissent et qu'ils sont d'accord sur certains sujets, c'est quand même intéressant, comme je disais il y a quelques instants, que la Maison-Blanche reprenne les arguments de la Russie pour dire que cette guerre en Ukraine est de la responsabilité des États-Unis. Ça, évidemment, ça simplifie la négociation avec Poutine, parce qu'évidemment, ça met les interlocuteurs à un autre niveau, prêt au dialogue. Et ça, c'est fondamental, et je pense que ça va aider dans cette négociation. Ouais, justement, alors donc Donald Trump a récemment évoqué un plan de paix perçu comme favorable à la Russie de manière générale. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu de ce plan de paix, ce qu'il contient, et comment on peut définir un peu ces réactions qui disent que ce plan est plutôt pro-russe? Alors, je pense que ceux qui disent ça, ce sont des personnes qui n'ont pas lu le plan. Donc, c'est un plan qui est extrêmement intéressant. Il faut le reconnaître. C'est un plan qui est intéressant parce que, pour la première fois, on voit que le camp atlantiste prend en compte des demandes de la Russie. Les demandes de la Russie, on les connaît. On ne sait pas exactement ce qu'il y a de prévu dans l'organisation militaire spéciale dont parlent les autorités russes, mais on sait en tout cas qu'ils ont été très clairs sur le fait qu'ils veulent que l'Ukraine reste un pays neutre. Ils ne veulent pas que l'Ukraine rentre de l'OTAN. Et ils veulent garder les territoires qu'ils ont conquis militairement. Et ils parlent de la dénazification de l'Ukraine. Alors même si on ne peut pas parler de l'Ukraine comme d'un pays nazi, il est certain qu'il y a une influence d'une idéologie nationale-socialiste, suprémaciste, extrêmement raciste au sein de l'appareil militaire et de l'appareil d'État ukrainien. Et ces points-là ont été quasiment tous évoqués dans le plan de Donald Trump. C'est-à-dire, si je prends ce dernier point, il est très clairement dit qu'il y aura une interdiction, une éradication de l'idéologie nazie en Ukraine. Alors, s'il n'y avait pas de problème, comme on nous le dit dans les médias dominants en Europe, qu'il n'y avait pas de nazis du tout en Ukraine, ben pourquoi est-ce que Donald Trump, lui, écrit noir sur blanc qu'ils vont lutter contre cette idéologie? Il y a pour la Russie la possibilité de garder les territoires, donc les territoires de Donetsk et de Lugansk dans leur totalité, c'est-à-dire même les parties qui sont occupées aujourd'hui par l'armée ukrainienne, plus les autres régions de Zaporojie et de la Crimée, de Zaporojie et de Kherson sur la ligne de front. Et il y a aussi, donc dans cette proposition de traité ou d'accord, l'écrit non seulement le fait que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça répond aux demandes de la Russie, pour moi, qui sont quasi parmi les demandes fondamentales. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a des engagements de sécurité pour l'Ukraine. Il y a la reconnaissance de la souveraineté de l'Ukraine. Il y a le fait que la Russie s'engage à ne pas s'étendre. Il y a le fait que l'OTAN s'engage à ne pas s'étendre. Ce sont des éléments importants. Mais je dirais pas que c'est un plan favorable à la Russie. Aujourd'hui, c'est un plan qui est intelligent parce qu'il prend en compte les demandes de la Russie. Mais c'est un plan aussi qui dit que sur les 200 milliards d'actifs gelés de la Russie à l'étranger, les États-Unis vont utiliser 100 milliards, la moitié d'actifs russes, qui vont investir eux-mêmes en Ukraine et qui vont garder 50% des profits de ces activités commerciales. Donc du coup, en gros, les États-Unis vont prendre de l'argent russe et investir en Ukraine et garder les bénéfices. Donc c'est un peu alors que ces actifs ont été confisqués de manière
illégal. Alors, il y a d'autres projets aussi qui répondent à des points qu'on a soulevés tout à l'heure sur l'accord global que Trump souhaite faire avec la Russie, sur l'intelligence artificielle, sur le nucléaire, sur les terres rares, sur l'Arctique. Donc, tous ces sujets qu'on évoquait depuis longtemps qui dépassent de loin l'Ukraine et qui sont plus importants pour la Russie, parce que là, qui sont plus importants pour les États-Unis dans cette situation, parce que les États-Unis se fichent de l'Ukraine, comme ils se sont fichés dans le passé du Vietnam, de l'Afghanistan, de l'Iran. L'Ukraine n'a été pour les États-Unis qu'un moyen d'affaiblir la Russie, qui est perçue comme un rival des États-Unis, et ceci a été quasiment clairement édicté dans de nombreux documents officiels des États-Unis. Là, les États-Unis veulent négocier, donc c'est un accord qui, à mon avis, satisfait beaucoup plus les intérêts des Américains que des Russes. En gros, ce que font les Américains dans cette proposition, c'est qu'ils mettent fin à ce bourbier qu'ils ont eux-mêmes créé. Ils se retirent de ça, ils vont quand même ériger un mur entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, mais eux ils vont continuer à faire ils pourraient continuer de faire des transactions, des accords politiques et économiques et militaires, pas militaires, mais en tout cas économiques et politiques avec la Russie. Donc je pense que ce projet est intéressant, c'est plus qu'une bonne base de négociation, et je pense que les Russes vont voir dans ce document la volonté des Américains de négocier sur des points fondamentaux demandés par la Russie. Est-ce que vous avez quand même soulevé quelques points de controverse dans ce plan ou pas du tout? Alors, ça dépend pour qui, hein. Si on regardait les atlantistes, là, c'est des cris d'orfraie dans les ambassades, les chancelleries atlantistes, chez tous les petits perroquets bien pensants sur les médias dominants, qui annonnent en longueur de journée qu'il faut défendre les intérêts de l'Ukraine et qui ne prennent pas en considération la volonté des habitants de ces différentes régions. Je pense qu'il y a un élément qui est dommage, c'est qu'on ne parle pas de référendum. On pourrait demander aussi aux populations de ces régions de confirmer qu'elles veulent rester avec la Russie, ou même d'autres régions, est-ce qu'elles ont envie de rejoindre la Russie ou de rester avec l'Ukraine. Ça, c'est un élément qui n'est pas évoqué. Eux sont choqués parce qu'ils voudraient soumettre la Russie. Et d'ailleurs, c'est le plan des atlantistes, hein. Quand on a une Kaja Kallas qui est commissaire européenne en charge des affaires étrangères et qui dit que l'objectif, c'est de découper la Russie en morceaux, comment voulez-vous discuter, négocier? Aucun diplomate ne devrait avoir ce genre de langage. Et évidemment, pour ces personnes-là qui voient que la Russie pourrait garder des territoires habités majoritairement par des Russes et par une bonne partie de la population qui préférait du côté de la Russie, et j'en ai rencontré, ça, c'est quelque chose qui leur fait mal parce que ça détruit en plus toute la rhétorique dont ils nous ont abreuvé ces dernières années sur le méchant russe et le gentil ukrainien. Là, je pense que les Américains ont fait une proposition réaliste, alors que les dirigeants européens atlantistes sont dans l'utopie, ils sont dans l'idéologie, ils ne connaissent pas le terrain, ils connaissent que les fauteuils cossus de leurs salons parisiens et des plateaux de télévision parisiens. Ils n'ont quasiment, pour là, une bonne partie d'eux, jamais mis les pieds ni en Ukraine, ni en Russie, encore moins dans les zones de guerre, que ce soit dans le Donbass, à Kherson ou à Zaporozhye. Donc je pense qu'eux voient ça d'un mauvais œil et ne comprennent pas tout cela. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette réponse ces propositions américaines a du sens. Maintenant, côté russe, je pense qu'eux doivent voir d'un très mauvais œil que les Américains veuillent récupérer 100 milliards de dollars d'actifs des Russes, qu'ils voient très bien que les Américains vont sortir leur épingle du jeu, que les Américains ont la volonté, alors je pense que ça peut être bien vu ou mal vu, ils vont prendre un rôle important, mais ils veulent très clairement être un partenaire majeur de la Russie, et on sait que dans l'arrière-pensée, ça veut aussi dire éloigner la Russie de la Chine. Après l'avoir poussé entre les bras des Chinois, on voit que les Américains veulent au contraire, à travers cet accord, essayer d'extirper un petit peu, en tout cas d'avoir un rôle privilégié auprès de la Russie, qui, d'après Washington, à mon avis, aujourd'hui est trop proche de la Chine. Sinon, oui, je pense qu'il y a quelques points comme ça. Il y a des sujets aussi sur comment dire, la zone, les frontières des nouvelles régions qui s'arrêteraient sur la ligne de front. Peut-être que je pense que côté russe, ils voudraient aller jusqu'aux frontières administratives. Et puis, vous avez aussi en Russie des personnes qui disent qu'il n'y a pas de négociation à avoir. Des personnes en Russie aujourd'hui qui disent l'armée russe est en train de progresser sur la ligne de front. Je pense qu'il y a encore d'autres régions, et c'est certain même, je pense notamment à Kharkov, il y a autour de Soumy, vous pouvez quasiment monter jusqu'à Tchernigov, et évidemment Odessa, des régions majoritairement habitées par des russophones. Et
dans certaines de coins de ces régions des personnes qui veulent se rejoindre à la Russie, et les Russes qui disent, on n'a qu'à continuer puisqu'on est en train de gagner, on va incorporer toutes ces régions-là. Et puis on n'a pas à se soumettre et on n'a pas à donner 100 milliards aux Américains, on n'a pas à dépendre des Américains, ils ont provoqué cette guerre, on va la terminer. Donc je pense qu'il y a de la frustration chez ceux qui voudraient poursuivre la guerre puisqu'ils gagnent, et aussi parce qu'en parallèle, l'économie russe, bien qu'en surchauffe et pénalisée par les sanctions, montre quand même beaucoup de résilience, pardon, et montre la capacité de résister. Donc ils se disent, on est en position de force, on n'a pas à négocier. Enfin, malgré ça, et c'était prévisible, Reuters a récemment dévoilé la contre-proposition européenne portée par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu aussi et nous donner votre avis de cette contre-proposition? Je l'ai lu à plusieurs reprises, cette proposition, parce que j'ai cru que vraiment c'était le Gorafi qui l'avait sorti. C'était incroyable. C'est une proposition complètement dénuée de sens. Vous avez l'Union européenne est pour l'instant dans le camp des perdants. C'est-à-dire qu'elle est dans le camp s'est tiré une balle dans le pied. L'Allemagne aujourd'hui est en train de souffrir économiquement parce qu'elle n'a plus accès aux hydrocarbures bon marché russe. La France et le reste de l'Europe est en train de souffrir économiquement. On applique des sanctions qui se retournent contre nous. Je rappelle que la France était le premier employeur étranger en Russie avant le coup d'État de 2014. Et donc, on n'a fait qu'aggraver la situation. Et j'ouvre cette parenthèse, mais je le rappelle, la Russie importait des produits agricoles français jadis. Aujourd'hui, elle ne le fait plus. Et maintenant, la Russie a développé ses propres filières agricoles. Et les agriculteurs français qui avant exportaient en Russie, maintenant se retrouvent en difficulté parce qu'ils se retrouvent en concurrence avec des produits russes. Parce que les Russes, maintenant, ils ont dit, puisqu'on n'importe plus, on va fabriquer nous-mêmes, on va faire nous-mêmes. On se retrouve avec une concurrence. Donc, cette guerre contre la Russie est catastrophique pour l'ensemble de l'économie européenne. Et on a l'impression que les Européens sont encore complètement déconnectés de la réalité. Leur proposition ne prend pas du tout en compte aucune des demandes des Russes. L'OTAN est une organisation clairement anti-russe. C'est normal que les Russes ne veulent pas de l'OTAN sur leurs frontières, ça se comprend. Comme la France n'aimerait pas avoir sur sa frontière une organisation radicalement anti, ou en tout cas anti-française, ou comme n'importe quel pays peut comprendre ça. Donc les Russes ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas accepter ça. Les Russes ne pouvaient pas accepter qu'un coup d'État pro-OTAN sur sa frontière et que ce coup d'État transforme la société ukrainienne, qui est une société historiquement liée à la Russie, qui a toujours été très proche de la Russie, ou même qui faisait partie de la Russie bien plus longtemps que dans une Ukraine indépendante. La Russie ne pouvait pas accepter que le coup d'État mette au pouvoir des personnes anti-russes. Donc il fallait prendre ça en considération dans le retour de l'Union européenne. Donc l'Union européenne est dans la position du perdant et elle se comporte comme si elle avait gagné. Donc elle veut confisquer les biens, la totalité des biens russes. Elle veut un cessez-le-feu et non pas un traité de paix. Elle veut permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Elle veut permettre, elle traite comme la Russie comme si c'était elle qui avait gagné avec Zelensky, ce qui n'est pas le cas. Et si vous voulez négocier, il y a cette situation a deux issues claires. Soit il y a un victorieux sur le terrain militaire, et le victorieux fait ce qu'il veut, et c'est la loi de l'humanité, c'est comme ça, c'est heureux, malheureux, c'est comme ça. Soit vous négociez. Et à partir du moment où vous négociez, si vous n'êtes pas victorieux sur le terrain, vous devez faire des concessions, des compromis. C'est l'art du dialogue, c'est l'art de la discussion. Et l'Union européenne fait preuve d'aucune volonté de négociation avec la Russie. Et le fait que, moi je serais russe, j'aurais reçu ça, j'aurais dit, mais attendez, mais ils n'ont pas du tout compris notre demande. Et ils ne font que mettre une pause dans cette guerre que le camp atlantiste est en train de perdre pour se réarmer, pour nous rattaquer plus tard. Donc, évidemment, ça montre que l'Union européenne ne sait pas dialoguer, n'a pas de politique étrangère. Et je pense que dans ce jeu un peu de dupes qui joue aussi avec les Américains, ils ont endossé la figure du méchant flic par rapport aux Américains qui sont le bon flic pour mettre un peu de pression sur la Russie, permettant à Trump de dire, regardez, attendez, moi je fais de mon maximum de mon côté, mais mes collègues à Bruxelles, ils veulent continuer la guerre. Les Russes doivent réfléchir en se disant, bon, un tien vaut mieux que Dieu tuera. Est-ce qu'il vaut mieux signer quelque chose qui est peut-être un peu bancal, qui n'est pas l'idéal avec Trump, ou est-ce qu'il faut poursuivre cette guerre? Et est-ce qu'ils ont les moyens? Je pense que les Russes doivent se dire, on peut poursuivre cette guerre. Les Américains participeront moins. Les Européens, oui, mais est-ce qu'ils savent se battre? Est-ce qu'ils vont changer l'Ukraine de demain par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui, qui est une Ukraine qui perd? C'est pas sûr. Donc, je pense que toutes ces cartes sont sur la table aujourd'hui. Mais cette proposition européenne
et n'est pas à la hauteur de la situation et clairement montre qu'il y a beaucoup de dédain de la part des responsables politiques européens pour les Russes. Et c'est pas comme ça on va s'en sortir, d'autant plus que, comme je le rappelle depuis très longtemps, la Russie va toujours rester le plus grand pays européen. Donc, on va pas pouvoir juste mettre la Russe dans une navette spatiale et l'envoyer sur Mars. Donc, il va falloir un jour ou l'autre recoopérer. Et c'est d'ailleurs dans l'intérêt des pays européens de recoopérer avec ce grand pays extrêmement riche qui a montré sa résilience. Et, c'est notre intérêt. Donc, si on voulait s'en sortir par le haut, l'Union européenne ferait des concessions et on se terminerait sur une espèce d'architecture, une nouvelle architecture de la paix en Europe, ce que disent les Américains. Les Américains mettent ça en premier point, parmi les premiers points, c'est une renégociation, une discussion sur des clauses de paix. Les Américains disent même qu'ils vont revenir sur 30 ans de malentendus. D'accord? Ils ont cette honnêteté de dire ça. Les Européens, ils n'en parlent même pas. Ils traitent les Russes comme les perdants, alors que ce n'est pas le cas sur le terrain. Donc forcément, les Russes ne vont pas regarder ce document avec beaucoup d'intérêt. Pour revenir plutôt à la proposition de Donald Trump, en quoi son plan de paix, avec ses dernières déclarations, peuvent représenter un tournant majeur dans la guerre en Ukraine? Ouais, je pense que très clairement, en répondant favorablement à plusieurs points russes, la porte est clairement ouverte. Et si on lit entre les lignes des informations qui filtrent des différentes chancelleries, que ce soit à Washington ou que ce soit à Moscou, on a quand même l'impression que quand les deux pays se sont rencontrés à Anchorage, en Alaska, cet été, une bonne partie de ce qui est écrit sur ce document avait été échangé et que, voilà, ils ont avancé sur ces sujets depuis. Je pense que la Russie, maintenant, ne va pas forcément dire oui à tout. On ne sait pas. D'ailleurs, je ne sais même pas si le document a été envoyé officiellement à Moscou. Tout le monde l'a vu, l'a commenté. Il va falloir négocier. Il y a des points qui peuvent accepter, d'autres non. Il va y avoir des discussions et des négociations. Je pense qu'en revanche, la vision américaine est une vision qui est plus réaliste, une vision qui prend en considération les demandes de la Russie. N'oublions pas qu'on parle de la frontière russe, hein. En l'occurrence, ce n'est pas de la frontière américaine. Donc, je pense que le fait qu'ils aient pris en considération les demandes stratégiques de la Russie ouvre la porte à des dialogues et à un dialogue. Et ça, c'est forcément positif, ça, c'est forcément bon. Et on va voir ce qu'en font Vladimir Poutine. Mais tant qu'il y a la volonté de dialoguer, tant qu'on montre qu'on a compris ce que l'autre ressent, eh bien, on peut dialoguer, on peut discuter. Et la Russie devra faire des concessions. Si elle avance sur le terrain du plan de paix proposé par Trump, elle devra faire des concessions. Est-ce que Vladimir Poutine se sent suffisamment à l'aise pour faire ces concessions? Est-ce que l'aile plus dure russe le contraindra de ne pas les faire? Ça, on ne sait pas. Mais au moins, la porte est ouverte pour discuter, ce qui est radicalement différent par rapport à ce qu'on vient de se dire sur l'Union européenne, où les portes sont fermées. Ils se moquent de la discussion et du dialogue. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important. Et n'oublions pas que ce sujet est un boulet pour les Américains. Parce que les Américains reconnaissent leur responsabilité dans cette guerre. Ils n'arrivent pas à y mettre fin et c'est le sparadrap dont ils n'arrivent pas à se défaire. N'oublions pas que les Américains veulent se concentrer sur l'Amérique latine, le Venezuela, sur la Chine, qui représentent des véritables enjeux économiques et politiques pour Donald Trump. Pas l'Ukraine. L'Ukraine ne va rien rapporter. Est un gouffre financier. C'est le tonneau des Danaïdes des États-Unis de ces dernières années qui a engouffré plusieurs milliards, des centaines de milliards de dollars. Donc Donald Trump voudrait s'en débarrasser et en même temps, n'oublions pas que lui voudrait un peu vraiment agir aussi vite que possible auprès d'un des acteurs majeurs des BRICS parce que cette montée en puissance des BRICS, même s'il n'éclipse pas encore tout à fait le G7, cette montée en puissance, ce monde parallèle économique, politique, qui est mise en place par la Russie, la Chine, mais également les Émirats arabes unis, l'Indonésie, l'Égypte, ces différents pays, est en train de faire concurrence au modèle américain fondé sur le dollar, le FMI, la Banque mondiale et les États-Unis qui sont plus ou moins le gendarme du monde. Et qu'en se faisant de la Russie un bon ami, les États-Unis espèrent mettre un peu d'eau dans le gaz des BRICS et pour essayer de fatiguer l'élan des BRICS. Et maintenant, il n'est pas du tout sûr que Vladimir Poutine va tomber dans ce panneau-là. On verra. Mais en tout cas, c'est l'enjeu pour les États-Unis. Pour terminer un peu cette émission, en un mot, comment vous définiriez la situation actuelle du conflit en prenant en compte toutes ces dernières avancées diplomatiques? On voit qu'il y a quand même cette volonté je pense que la volonté des Américains est d'abord liée au fait que l'armée ukrainienne, aidée par l'OTAN, aidée par un budget supérieur que le budget russe, est en train de perdre militairement.
Donc, on se hâte côté américain. Je pense que les Américains, l'État profond américain, depuis le début, veut briser la Russie. C'est le but de cette opération. Ils n'ont pas réussi. Tout le monde a été surpris par la résilience russe. Tout le monde a été surpris par la capacité de combat de l'armée russe face à cette extraordinaire alliance entre l'OTAN et l'Ukraine. Et que du fait qu'ils soient en train de perdre en ce moment, eh bien, les Américains se disent que si les Russes continuent, c'est en effet, ils pourront aller jusqu'à Kiev, ils pourront jusqu'où ils pourront aller. Et ça serait une catastrophe majeure même pour Donald Trump, même s'il se targue de ne pas avoir lancé cette guerre, elle est la sienne aujourd'hui parce qu'il est au pouvoir depuis le début de l'année, il n'a toujours pas pu le changer. Donc les Américains hâtent les négociations, sont prêts à faire des concessions sur des points qu'ils ne voulaient même pas voir il y a encore quelques mois, parce que cette situation est en train de tourner au fiasco pour eux. Donc la balle, ils s'empressent. Moscou doit faire le choix suivant, qui est un choix cornélien, prendre ce qu'ils peuvent prendre aujourd'hui et en se disant que c'est un accord qui répond à la majorité de leurs demandes, ou alors tenter le tout pour le tout, récupérer d'autres régions et infliger une défaite cinglante à l'OTAN et les États-Unis qui aura évidemment des répercussions dans le futur assez importantes. Si à la fin la Russie allait jusqu'au bout et devait vaincre militairement totalement l'Ukraine, eh bien, ça serait plus qu'un coup très très dur pour l'ensemble du camp atlantiste. Donc voilà, à mon avis, ce qui se trame dans les têtes des responsables politiques russes en ce moment. Monsieur Mirkovitch, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre expertise une nouvelle fois. Merci à vous, à bientôt. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain.